Les pays européens sont contraints par les États-Unis à travers l'OTAN de contribuer financièrement à une éventuelle guerre avec la Russie. Malgré les récents dons de 3 milliards d'euros de Macron à l'OTAN, les craintes de conflit se propagent au sein de l'état-major européen. La situation devient critique avec la dramatisation de l'accusation selon laquelle la Russie serait responsable de la mort de l'opposant politique Navalny. Elle a perdu stratégiquement enfin parce qu'elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille. Lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Les médias ont largement relayé cette accusation sans fondement dans le but de convaincre les Européens d'accepter une confrontation militaire directe de l'OTAN avec la Russie. Cette réaction découle de la déclaration de Donald Trump qui avait menacé de ne plus protéger les pays européens contre la Russie s'ils ne respectaient pas leur engagement financier de consacrer 2% de leur PIB à la défense. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Maintenant, on peut se poser une question. Quel événement dramatique, quelle provocation les partisans de la guerre espèrent utiliser pour obtenir l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de déclarer la guerre à Poutine? On ne le sait pas encore pour le moment, mais ça va venir. Face à l'attitude agressive de l'OTAN, il est clair que le respect des droits internationaux est désormais ignoré. On va lui dire que c'était ignoré depuis longtemps, mais là, ça l'est encore plus. Malgré les tentatives des membres opposés au sein du Conseil de sécurité de préserver la paix, l'agenda sera dicté depuis Bruxelles, où siège l'OTAN. Le centre névralgique du monde unipolaire, donc de l'Occident, a été déplacé au cœur de la future République européenne, qui aura désormais un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et une capacité militaire nucléaire, grâce au transfert de souveraineté de la France à l'Europe. Donc la France ne prendra plus les décisions pour la France, mais ce qui va se passer en France comme dans les autres pays de l'Union européenne seront décidés par l'Union européenne. Et comme la France a le nucléaire, ça implique donc que tous les pays de l'Union européenne ont le nucléaire. Point. En cas de victoire de Trump aux élections présidentielles de 2024, l'axe entre l'OTAN et l'Europe pourrait se distendre vis-à-vis des États-Unis. La Commission européenne bénéficiera alors d'une autorité accrue pour décider d'une éventuelle guerre. Si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons pas vous aider. Il est rapporté que lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse en 2020, le président américain de l'époque, Donald Trump, aurait adressé ses paroles à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il avait dit que dans l'hypothèse d'une attaque de la Russie, il ne protégera pas l'Europe, mais pire même, il encouragera les Russes à leur faire ce qu'ils veulent, parce que l'Europe doit payer ses dettes. De son côté, l'Europe est fière d'annoncer que si leur taille est modeste en comparaison à l'armée américaine, les forces nationales de défense en Europe sont loin d'être dérisoires. Parmi les membres de l'Union européenne, 3 comptent plus de 150 000 militaires. La France a 205 000 militaires, l'Allemagne a 184 000 militaires et l'Italie 170 000 militaires. Donc ils ne sont pas en reste. Dans une certaine mesure, ils estiment pouvoir se défendre. La France détient un arsenal de 290 ogives nucléaires, ce qui depuis l'adoption du traité de Lisbonne en 2009 permet aux 27 pays de l'Union européenne de bénéficier d'une clause de défense nucléaire similaire à l'article 5 du traité de l'OTAN, les associant à une force de dissuasion nucléaire. Parmi les 27 nations, la France est unique en son genre en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre de l'OTAN et détenteur d'armes nucléaires. Le Royaume-Uni, quant à lui, dispose de l'une des armées les plus puissantes au monde et sera donc un allié crucial pour l'Europe en cas de guerre contre la Russie. L'article 42.7 de la clause de défense mutuelle du traité de Lisbonne de 2009 dit ceci. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens à leur disposition, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.
Comprenez donc la stratégie derrière. Avec cet article, l'Ukraine n'a pas besoin d'être membre de l'OTAN pour déclencher une riposte européenne. Il suffit que l'Ukraine soit intégrée dans l'Union européenne. L'OTAN a délégué à l'Europe le pouvoir de décider de déclarer une guerre collective en cas d'attaque contre l'un de ses pays membres. Et la menace d'attentat sous faux drapeau plane-t-elle un danger constant, notamment envers la propagande médiatique que ces gars font contre la Russie. En 2021, les 27 pays de l'Union européenne ont lancé le Fonds européen de défense qui vise à soutenir les projets transnationaux et à promouvoir la coopération entre les industries du secteur. Ce fonds, doté de 7,9 milliards d'euros pour la période de 2021 à 2027, illustre clairement la volonté de l'Union européenne d'atteindre une plus grande autonomie stratégique. Nicole G. Nessotto, historienne spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations entre la Russie et l'Amérique, dit que la vraie condition pour que l'Europe soit un acteur militaire efficace, c'est que les pays de l'Union européenne en soient d'accord. Ce qui manque, c'est très souvent la volonté politique et non la capacité. Le mercredi 14 février 2024, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dévoilé les derniers chiffres concernant les dépenses de défense des pays membres de l'Alliance. Ces données révèlent une augmentation plus significative que jamais, en particulier pour les pays européens et le Canada. La veille de la réunion des ministres de la Défense, Stoltenberg a souligné qu'après l'adoption du premier engagement en matière d'investissement dans la défense en 2024, les alliés européens et le Canada ont consenti un effort financier supplémentaire de plus de 600 milliards de dollars américains. En 2023, les dépenses de défense de ces pays ont augmenté de 11% en termes réels. Le secrétaire général a salué cette augmentation sans précédent, précisant qu'en 2024, le nombre d'alliés consacrant plus de 2% de leur PIB à la défense devrait passer à 18, soit 6 fois plus qu'en 2014. Il a précisé qu'en 2024, les pays européens de l'Alliance investiront au total 380 milliards de dollars dans la défense, soit pour la toute première fois l'équivalent de 2% de leur PIB combiné. Et il a rajouté que, je cite, « Nous sommes réellement en bonne voie. Les alliés européens dépensent davantage. Cependant, certains pays membres ont encore du chemin à parcourir. » En effet, au sommet de Vilnius, il a été décidé que tous les alliés devraient satisfaire le critère des 2% du PIB qui devait être envisagé comme un minimum. En 2014, les pays européens de l'Alliance consacraient 1,47% de leur PIB combiné à la défense. Au cours des 10 dernières années, ce chiffre n'a cessé d'augmenter et atteindra donc 2% en 2024. Oui, les USA sont nos meilleurs ennemis, pas la Russie, ni la Chine, ni quiconque. C'est le titre d'un article écrit par Eric Ferry qui nous explique que l'écrasante majorité des problèmes de l'Europe viennent des États-Unis. Je vous résume son article. Comment doit-on démontrer cela? L'Europe des Nations Unies était un projet grandiose, attaqué par les États-Unis. Pas cette Union européenne qui se plie devant Washington DC et qui cherche à nous appauvrir pour son propre bénéfice. Est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une alliance? Ceux qui se soumettent à ce diktat trahissent notre quête d'indépendance et ils méritent d'être punis, même si je suis contre la peine de mort, préférant l'emprisonnement des criminels. Tous ceux qui traitent leurs semblables comme des objets, comme des animaux doivent être punis. Oui, nous sommes des êtres vivants, nous sommes aussi des animaux en tant qu'espèce humaine, mais nous ne sommes pas des monstres. Déjà à ce niveau, j'aimerais dire bravo là-bas. Ils demandent à ce que les États-Unis les traitent avec plus d'humanité, mais bon, quand il s'agit de faire la même chose en Afrique, comme par hasard, personne ne regarde. Là-bas, non, on commence à avoir des discours différents. Ce n'est pas pareil. Il continue son article en disant que nous avons été influencés par la culture américaine, par Hollywood, le jazz, le rock and roll, la techno de Détroit, le rap de New York, etc. Nous avons oublié les atrocités telles que le massacre des Sioux, l'esclavage africain, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Les peuples du Moyen-Orient méritent autant de respect que les Vietnamiens, les Serbes, les Irakiens, les Libyens, les Ukrainiens, les Palestiniens, sacrifiés au nom de l'empire soi-disant bienveillant. Le sionisme doit être condamné, tout comme les croisades et le djihadisme. Toute idéologie dominatrice engendre des psychopathes qu'il faut empêcher de nuire. Les religions ou idéologies ne doivent pas justifier les horreurs commises sur des innocents. Nous avons besoin de spiritualité, mais accepter un Dieu dictatorial, c'est renoncer à notre humanité. Vivre pleinement en tant qu'être humain signifie n'avoir peur de rien. L'histoire se répète, mais il est temps de changer le refrain. Nous faisons tous partie de la même humanité, avec nos voix discordantes, mais avec la même aspiration à un monde meilleur. Ça, ce sont les discours que les gens font quand ils n'ont plus rien à gagner. L'esclavage ne commence pas en Amérique, mais en Europe. Les Américains d'aujourd'hui ne sont que les Européens d'hier. Ce qui est là, c'est que les Européens d'aujourd'hui font juste face à leurs descendants. Et ils se comportent comme eux, on les a appris à se comporter, point.
On a tendance à croire que les Américains c'est autre chose que des Européens qui ont volé des terres et génocidé des populations. À partir du 15e siècle, les explorateurs européens, principalement d'origine caucasienne, ont colonisé les Amériques prenant possession des terres et des ressources des peuples autochtones. Ces peuples autochtones vivaient là tranquilles depuis des millénaires, mais ils leur ont tout volé. Cela a donc conduit à la dépossession et à l'exploitation et souvent à l'extermination de ces populations autochtones, n'est-ce pas? Ce sont des pratiques très courantes chez les Caucasiens, extrêmement courantes. À partir du 19e siècle, les puissances européennes majoritairement composées de populations caucasiennes ont colonisé une vaste partie de l'Afrique, imposant leur domination politique et économique et privant les populations autochtones une fois de plus de leurs terres et de leurs ressources. Et cette colonisation continue jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette colonisation continue et est présente. N'est-ce pas? Un autre exemple, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales européennes ont redessiné les frontières du Moyen-Orient, souvent sans tenir compte des identités ethniques et culturelles des populations locales. Exactement ce qu'ils ont fait en Afrique quelques années avant, quelques décennies avant, n'est-ce pas? Quelques décennies plus tôt, ils se sont dit on va littéralement prendre une règle et on va tracer les frontières en Afrique. Cela a conduit, tout comme au Moyen-Orient, à des conflits et à des tensions durables avec des populations caucasiennes qui dominent souvent politiquement et économiquement au détriment des populations et des peuples autochtones. Et il y en a plein comme ça d'exemples dans l'histoire. Au 18e et au 19e siècle, l'Empire britannique, principalement composé encore une fois de plus de populations caucasiennes, a conquis et colonisé l'Inde. Cette colonisation a entraîné l'exploitation des ressources naturelles de l'Inde et l'altération de la culture et de la structure économique et sociale locale, ainsi que la dépossession des terres des Indiens au profit des colons britanniques et de la classe dirigeante indienne qui a d'ailleurs été très liée à eux. Oui, à ce niveau, je parle de tous ces traîtres. Maintenant, si aujourd'hui les Américains ne se sentent plus européens et qu'ils décident d'exploiter l'Europe comme vous leur avez appris, comme ils ont toujours fait et comme c'est dans votre culture commune, ne vous plaignez pas. Soyez fiers de vos enfants. Ils appliquent à la perfection ce que vous leur avez enseigné. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.